Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions de l'Aube, l'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas, Ne sera plus. ou ne sera plus, mais priorité à l'actualité, le problème des taux bas qui pèsent sur l'assurance vie. Peut-être qu'un jour l'entreprise ne sera plus parce qu'elle ne saura plus gérer les taux d'intérêt négatifs. Alors effectivement, situation radicalement nouvelle. On n'est pas seulement en situation de taux bas, on est en situation en réalité de taux négatif. Ça veut dire que le prêteur paye l'emprunteur, ce qui est quand même une situation inédite et qui défie un petit peu l'entendement. Alors comment on vit cette situation à la Maïf ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je la vis de manière extrêmement sereine. Extrêmement sereine parce qu'en réalité, la situation des assureurs en général, de la Maïf en particulier, est fondamentalement saine. Bien sûr, ça a un coût, bien sûr, ça ne réjouit personne, mais je ne connais aucun assureur sur la place pour lequel il y ait un risque de liquidité et a fortiori un risque de faillite. Donc les taux servis à nos assurés, à nos épargnants, forcément diminuent un petit peu dans ce contexte-là. En revanche, on n'a aucune difficulté, et ça très durablement, à garantir le capital quand on parle d'assurance vie en euros. Et c'est quand même notre rôle premier. Nous sommes assureurs, nous ne sommes pas banquiers. Un assureur, c'est là pour protéger. En résumé, les taux d'intérêt bas, c'est un problème de long terme, de réglementation, de Solva 2, mais ça n'est pas une crise. Ça n'est pas une crise, absolument. On peut tout à fait prendre cette formule. C'est plus une question de trouver les bons placements, le rendement ailleurs que dans les produits de taux. Et ça, c'est vrai à la fois pour l'assureur lui-même, et donc ça s'appelle politique de gestion d'actifs, et il faut mixer à la fois suffisamment de sécurité, une duration suffisante, et en même temps la recherche d'un peu de rendement, parce que ce n'est pas avec les obligations d'État qu'on va avoir du rendement. Et puis c'est vrai pour les particuliers, et c'est pour ça que le devoir de conseil pertinent pour un assureur, c'est en fonction de la situation personnelle de chacun, quel âge, quelle durée anticipée d'épargne, quel montant de revenus, quel montant de patrimoine, on va proposer une part d'unité de compte, et donc de placement en action sur les marchés financiers, plus ou moins importante, qui peut être de zéro pour quelqu'un qui a potentiellement besoin assez rapidement de son épargne, qui veut absolument garantir l'intégralité de son capital, jusqu'à des parts plus élevées pour quelqu'un qui a des perspectives de placement beaucoup plus longues. Oui, donc cette notion de protéger l'épargne, tout comme on protège la personne par l'assurance dommage, elle va bien finalement, elle s'inscrit bien dans la tradition de l'assureur militant, qui est devenu l'une des premières entreprises françaises à se donner une raison d'être et peut-être déjà une mission. Êtes-vous déjà une entreprise à mission ? Alors pas formellement, puisque les décrets d'application ne sont pas encore parus, et qu'après la parution des décrets d'application, il faudra une assemblée générale extraordinaire. Mais enfin, en tout cas, l'intention est là. Et vous soutenez qu'une entreprise politique peut être plus performante Absolument. Qu'une entreprise basée purement sur la recherche du profit ? Et je ne fais pas que le soutenir, si je peux me permettre. En réalité, je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, tout le modèle économique, tout le business model de la Maïf repose là-dessus. Moi, je crois qu'en effet, on peut, par l'engagement, créer énormément de performances. À la fois de performances de court terme. Si vous avez un management qui est beaucoup plus motivant pour vos collaborateurs, parce que vous leur donnez du sens, parce que vous leur accordez votre confiance, parce que vous avez des relations plutôt de bienveillance et d'attention au sein de l'entreprise, évidemment qu'ils vont être beaucoup plus motivés et en réalité beaucoup plus engagés. À l'égard de vos clients, si vous les traitez mieux, si par exemple pour un assureur vous remboursez mieux les sinistres, si vous leur accordez plus de temps, si vous délivrez un conseil qui est désintéressé plutôt que de faire une vente forcée, ils seront beaucoup plus satisfaits. Étant plus satisfaits, ils seront beaucoup plus fidèles. Ça construit un business model extrêmement intéressant. Et puis sur le long terme, moi je n'oublie pas que dans une industrie comme la nôtre, et c'est loin d'être le seul cas, demain nos concurrents s'appelleront Amazon, Google ou Alibaba. Et face à des concurrents comme ça, on aura bien besoin de se distinguer par effectivement la capacité de l'entreprise à avoir un comportement vertueux finalement et responsable. Donc oui, je crois que ça crée de la performance. Et pourtant, je ne résiste pas au plaisir de lire un passage de votre livre qui m'a beaucoup touché.
Le principe de liberté qui sous-tend le libéralisme politique et le libéralisme économique a été la manière dont l'époque moderne a rompu avec l'ordre monarchique antérieur. Il est aujourd'hui nécessaire de réunifier à nouveau économie et démocratie, d'aligner leurs intérêts mutuels non plus autour de la seule valeur de liberté, mais en leur donnant comme matrice commune la notion d'intérêt général. L'intérêt général comme principe de notre organisation politique, économique et sociale. L'intérêt général comme boussole au sein même de l'entreprise. On peut faire de l'entrepreneur celui qui dit l'intérêt général ? Je crois deux choses. La première, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation face à des défis dont la profondeur et l'urgence est telle, défis sociaux, défis environnementaux, dont la profondeur et l'urgence est telle qu'on ne peut pas rester l'arme au pied. Voilà. Il faut impérativement agir face à ces défis. Et l'entreprise n'aura pas d'autre choix que d'agir, tout simplement parce qu'il y a autour d'elle une pression sociale qui est en train d'augmenter. Une pression de la part de ses clients, une pression de la part de ses salariés ou des futurs salariés. Il suffit de voir les manifestes qui sont signés par exemple par les étudiants de grandes écoles avec des engagements de jamais aller travailler dans des entreprises qui ne sont pas respectueuses de l'environnement, qui ne se comportent pas bien au plan interne, au plan fiscal ou autre. Donc il y a une pression de l'environnement de l'entreprise qui est extrêmement forte et qui, j'en suis convaincu, obligera assez rapidement les entreprises à considérer ce sujet. Et déjà, elles le font de plus en plus. Et à ne pas passer à côté et donc à avoir une forme d'engagement. Ça, c'est ma première conviction. Et puis, la deuxième, et qui est plus qu'une conviction, qui est une expérience, et on rejoint le premier point, c'est qu'en effet, pour peu qu'on raisonne un peu plus à long terme qu'on ne le fait généralement dans le capitalisme contemporain, en effet, on peut très bien concilier engagement et performance. Et même faire de l'engagement une source de performance. Et de l'engagement, pas de l'intérêt général. Mais de l'engagement au bénéfice de l'intérêt général. Quand l'entreprise s'engage pour avoir un impact positif sur l'environnement, ça va bien dans le sens de l'intérêt général. Quand l'entreprise s'engage pour avoir en interne une politique managériale plus responsable, plus respectueuse, qui crée une dynamique, qui donne du sens, qui crée une dynamique positive, etc., ça va bien dans l'intérêt général, ne serait-ce que de la collectivité, de la communauté que constitue l'entreprise. Donc on sait bien, malgré tout, une contribution à un bien commun qui est très proche, qui est synonyme d'intérêt général. Et c'est au titre de l'entreprise politique que vous avez été l'un des premiers assureurs, sinon presque le seul, à vous occuper d'innovation et de capital risque en créant des fonds dédiés, Maïf Avenir avec 250 millions d'euros et maintenant Maïf Transition. Oui, en distinguant un tout petit peu les deux cas qui sont quand même différents. Maïf Transition, ça ressort clairement de notre recherche d'impact positif sur l'environnement, c'est transition énergétique et transition agricole, aider les agriculteurs qui veulent passer au bio et aider au développement d'énergies renouvelables et notamment photovoltaïques. Et donc on voit bien là la part d'engagement, de responsabilité que prend la Maïf dans cette transition. Pour Maïf Avenir, il s'agit d'aider les startups et notamment les startups françaises à se développer, les accompagner très tôt dans leur développement. Bien sûr, il y a cette dimension citoyenne finalement, qu'on pourrait qualifier comme ça. Et puis une volonté très forte pour la Maïf, et ça il y a déjà pas mal d'années, puisqu'on a été les premiers à le faire, une volonté très forte pour la Maïf, d'intégrer l'écosystème des startups, de mieux en comprendre le fonctionnement, d'importer d'ailleurs certains des modes de fonctionnement pertinents des startups en matière d'innovation, en matière d'agilité, de conduite de projets, de mieux comprendre des mouvements naissants à l'époque, je vous parle de 5 ou 6 ans, des mouvements naissants tels que l'économie collaborative, etc. Mi-septembre, Emmanuel Macron a présenté le Next 40 et appelé les investisseurs institutionnels et donc les assureurs à investir 5 milliards et plus, jusqu'à 20 milliards, dans des fonds destinés à mener les startups vers la bourse et dans les valeurs technologiques en bourse un peu partout dans le monde. Allez-vous répondre à cet appel et comment ?
Alors, on va effectivement y contribuer, hein. On a tout en France pour accompagner les startups et y compris les accompagner très loin. On a une masse d'épargne financière qui est considérable, 5 milliards d'euros d'épargne financière des ménages. On a en amont une recherche qui est de très grande qualité, hein. Le système éducatif français crée énormément de chercheurs. On est un des pays dans lesquels il y a le plus de publications, hein, dans des revues scientifiques, et on a pas mal de startups qui se créent chaque année. En revanche, il y a un moment où elles ont du mal à se financer sur le marché français quand elles deviennent trop importantes, et donc il faut trouver des relais de financement. On va contribuer à ce mouvement. Mais alors, on est de nouveau dans un sujet responsabilité, patriotisme ou rentabilité. Faut-il investir dans les entreprises technologiques les plus rentables potentiellement, et donc sans doute étrangères, ou faut-il privilégier les investissements français? Pour moi, ça ne s'oppose vraiment pas. Je crois sincèrement qu'il y a une contribution nécessaire à l'accompagnement notamment de startups françaises qui marchent bien, qui commencent à grossir. Ça peut devenir des licornes sans aucune difficulté. Vous parliez tout à l'heure du Next 40, donc 40 très belles startups qui commencent à avoir un niveau de maturité intéressant et qui demain potentiellement peuvent devenir l'une de ces licornes françaises. Certaines de ces startups, nous les accompagnons depuis le début, depuis leur origine, quand elles étaient encore dans leur garage. Et donc, vous voyez bien que rentabilité n'est pas nécessairement, au contraire, opposée à une forme, oui, pourquoi pas, de patriotisme dans nos investissements.